Mais on ne devrait même plus couper l'eau pour facture impayée. On ne devrait même plus couper l'eau pour facture impayée. On ne devrait même plus couper l'électricité pour facture impayée. Et on ne devrait même plus sanctionner des gens qui sont en situation de ne pas pouvoir payer les factures avec des pénalités. Si un citoyen ne peut pas payer 5 000 francs pour des raisons diverses, en tout cas, moi, je considère que la majorité de ceux qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'eau ou d'électricité, en tout cas, la bonne majorité, c'est parce qu'elles sont confrontées à des difficultés. Je suis Dr Patrice Saraka, secrétaire général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, chef du secrétariat général du parti. Je suis candidat indépendant à l'élection législative 2025 sur la liste Le Nouvel Espoir de Cocody. Sous l'angle politique, je suis secrétaire général du COJEP et de ce point de vue, du point de vue politique, je me suis engagé depuis 1986 dans la vie associative qui m'a conduit aujourd'hui à ce niveau-là. Et cela, c'est depuis 1986. Ça fait quand même beaucoup d'années. C'est la personnalité politique. Je suis médecin de profession et manager en amélioration par la qualité. Expert, formateur, encadreur, voilà, des entreprises, des organisations, de tous les systèmes. Alors, je vais parler de mon parcours politique d'abord. La vie associative et politique, j'allais dire. C'est, disons, en 1995, après avoir pris, disons, l'engagement depuis 1986 de m'engager, d'œuvrer pour le bien-être des populations. Et en 1986, c'est mon professeur d'histoire géo qui, disons, a suscité cette envie-là en moi. Il nous a fait quasiment un coup sur l'évolution du monde, les déséquilibres, les disparités, comment l'économie du pays qui est supportée par le monde paysan et la situation de ce monde paysan-là, cette injustice que je voyais, cette absence de partage des richesses, des biens, m'a conduit à prendre la décision de militer. J'avais pris la décision là de faire la politique. Et c'est en 1995 que j'ai intégré la FECI officiellement. Après quelques années au niveau de la cellule de médecine, il y avait la FECI en médecine, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui s'engageaient en médecine. Et puis en 1995, lorsque j'ai rencontré Charles Blé Goudé, voilà, on a commencé à militer ensemble, à travailler avec les sorodium. C'est véritablement là que la vie syndicale a pris une certaine dimension en 1995. Et puis en 1998, lorsque Charles Blé Goudé a pris la tête de la FECI, parce qu'en 1995 c'était un sorodium, et en 1998, lorsque Charles Blé Goudé a pris la tête de la FECI, Damanan Picasse est parti à la JFPI. Voilà, je suis entré au bureau national de la JFPI en tant que secrétaire national chargé de la solidarité, puis secrétaire national chargé du district d'Abidjan, jusqu'en 2001 où j'ai été le président du 3e congrès ordinaire de la JFPI qui a vu l'élection de Konaté Navigué, qui lui m'a fait appel pour que j'entre dans le BEN de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Et après ça, en 2005, je crois, oui, bien, en 2005, j'ai créé moi-même la jeunesse du Centre pour la Renaissance.
jeunesse du Centre pour la Renaissance. On était à la fin du mandat de Konaté Navigué et on devait aller à un nouveau congrès. J'étais moi-même candidat, bien positionné pour gagner le congrès de la JFPI. Il y a eu des péripéties, il y a eu beaucoup de situations qui se sont produites. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais finalement, le congrès en question n'a plus eu lieu alors que j'étais très bien placé pour les gagner. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai créé dans la foulée la jeunesse du Centre pour la Renaissance en 2005. Malgré cela, j'étais toujours militant du FPI, puisqu'en 2009, je devins membre du comité central du FPI pour la fédération de Didier Vie, voilà, jusqu'à ce que la crise post-électorale arrive. Et après cela, au nom des relations que j'avais avec le Michel Blegoudé, au nom de la situation difficile que vivait le COJEP, je suis moi-même allé en exil avec lui. Et on a décidé que je revienne pour apporter un appui au COJEP. C'est comme ça que je suis revenu. Et de décembre 2012 jusqu'en avril 2000, décembre 2012 jusqu'en avril 2013, et précisément le 7 avril 2013, le COJEP, qui en temps était mouvement politique, a rencontré beaucoup de problèmes et nous avons fait front pour que ce parti reste, enfin je dis le parti, le mouvement politique que était le COJEP puisse tenir face au pouvoir, parce qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup de chantage, c'était la débandade. On a connu une crise grave et c'est le 7 avril que nous avons décidé d'organiser le premier conseil politique du COJEP. Et c'est comme ça qu'on a mis le camarade Blue Roselin, le camarade Blue Roselin, à la tête du comité exécutif des crises. Et puis, dans ce cadre-là, je suis devenu le président du conseil consultatif de ce mouvement-là. Et c'est comme ça que nous sommes allés jusqu'en 2015 pour organiser le congrès constitutif du COJEP en tant que parti politique, le 15 août 2015 à Grand-Lépée. Et à cette date-là, j'ai été élu comme premier président du conseil de contrôle et de discipline et d'éthique du COJEP qu'on appelle CECOD. Je fus donc le premier président du CECOD. Et en 2019, quand Chablis Goudé a pris la tête du COJEP, il m'a nommé comme secrétaire général du COJEP. Et depuis 2019, je suis donc le secrétaire général du COJEP. Ça, c'est l'homme politique. Mais au plan professionnel, je suis médecin, manager, qualiticien donc. J'accompagne les entreprises, n'importe quelle entreprise sanitaire, entreprise du domaine tertiaire, industriel, privé, public. Je les accompagne pour la satisfaction de leurs clients, améliorer leur performance. La présidentielle 2025, nous l'avons vécue avec beaucoup de déception. Parce qu'il y avait une opportunité qui s'était présentée. Et je me demande si on aura encore une telle opportunité. C'est vrai qu'il y avait eu une injustice qui avait été faite à certains leaders de l'opposition, au nom desquels Charles Begoudé, le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, parce que voilà, ils se sont vus rejetés, empêchés de compétir. Face à cette situation, on avait deux choix. Faire comme par le passé ou chercher une alternative, procéder autrement. Puisque, comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, est-ce qu'on devrait faire comme avant ou face au déficit de démocratie, à l'injustice, on a boycotté les élections et on a eu des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on espérait. En 1995, il y a eu des boycotts actifs, il y a eu des prisonniers, il y a eu des morts et le président Henri Konan Bédié a été élu et la Côte d'Ivoire a continué d'évoluer. En 2015, c'était la même chose.
En 2020, il y a eu le boycott actif. On a même coupé la tête du jeune, comment il s'appelle, Toussaint. Le président Ouattara a été élu. Il a fait ce qu'ils ont appelé le premier mandat de la Troisième République. Et là maintenant, ils ont décidé de faire le deuxième mandat de la Troisième République, chose que tout le monde a condamnée, il a dit quasiment à l'unanimité, y compris le RHDP, qui préfère parler de deuxième mandat de la Troisième République au lieu de quatrième mandat, parce que tout le monde sait, le bon sens le commande, on ne peut pas faire 4 mandats dans une république, ce n'est pas normal. Ça, c'est un fait. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour ne pas qu'il y ait un 4e mandat. Est-ce qu'il fallait boycotter les élections, assumer les conséquences en termes de résultats, comme par le passé, ou alors il fallait procéder autrement? Nous, on a estimé qu'il fallait procéder autrement. On a pensé qu'en réunissant 3 conditions, on pouvait faire changer les choses. La première condition était, à notre avis, de notre point de vue, l'unité de l'opposition, se mettre ensemble, malgré nos différences. La deuxième condition, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens sortent massivement. Ce que moi j'ai appelé une révolution démocratique dans les urnes. Une révolution démocratique dans les urnes. Parce que le pouvoir réprime quasiment, systématiquement, toutes les marches, toutes les manifestations démocratiques. Or, le jour de l'élection, en sortant massivement en allant massivement dans les urnes, c'est comme si on appelait les Ivoiriens à sortir massivement. Les appels habituels qui se faisaient dans un environnement de tension, de peur, qui faisait que les gens ne sortaient pas réellement massivement. Mais le jour de l'élection, il n'y a pas de demande d'autorisation. Tout le monde peut sortir librement, aller dans les urnes, voter librement et rentrer à la maison. Mais une sortie massive qui va permettre de faire la différence. Donc il fallait augmenter le taux de participation, amener les abstentionnistes à aller voter. Mais pour que cela soit possible, il faut l'unité. Il faut que l'environnement soit favorable. Il faut que ça se passe dans un environnement qui ne fasse pas peur. Or, quand certains veulent boycotter et que d'autres appellent, évidemment, ça nous a donné le résultat que vous avez vu. En réalité, les Ivoiriens ne sont quasiment pas sortis pour aller voter. Et nous, on a sensibilisé, on a insisté pour que les gens comprennent qu'il fallait qu'on se mette ensemble pour que les gens sortent, pour que les électeurs sortent. Et la troisième condition, qui n'a plus d'enjeu en ce moment, dès lors que les Ivoiriens ne sont pas sortis, la troisième condition, en réalité, c'était la sécurisation, la protection du résultat du vote, pour que la victoire du peuple ivoirien ne lui soit pas volée. Donc malheureusement, on n'a pas été compris. Et ceux qui ont décidé de boycotter, effectivement, ils ont boycotté, ils ont empêché les gens de sortir pour aller voter, alors qu'ils étaient contre le 4e mandat selon eux. Mais on constate qu'on est dans leur schéma actuellement, puisqu'on est dans la continuité, la suite de leur action de boycott, qui, j'allais dire, qui a marché, entre guillemets, qui n'a pas permis à la quasi-totalité, la majorité des Ivoiriens de sortir. Mais la conséquence, c'est qu'on est dans le 2e mandat de la 3e République. Donc le 4e mandat. C'est le triste constat. Hein. Nous avons soutenu la candidate Simone Évêque-Gbagbo suite à un processus interne démocratique bien conduit, bien mené. Mais voilà, ce que vous dites, c'est la triste réalité à laquelle nous avons tous assisté. Je vous ai parlé des contradictions, des attitudes de l'opposition qui ne fait rien pour se mettre ensemble, pour s'unir. Même là, les candidats qui étaient retenus, Simone Gbagbo, Awadon Melo, le ministre Bion, ils n'ont même pas eu le courage, la force politique de pouvoir s'unir, même dans les petites choses, au nombre desquelles le minimum
se mettent ensemble pour surveiller les bureaux de vote, pour assurer la surveillance des bureaux de vote. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je le constate. Aucune disposition n'a été prise. Donc on s'interroge tous. On s'interroge tous. Oh, les conditions pour gagner, je les ai données. Voilà, j'ai parlé de l'unité qui n'a pas été possible. J'ai parlé de la surveillance des urnes, comme vous le dites, qui n'a pas été possible. La sensibilisation pour un vote massif, ça n'a pas été possible. Parce que c'était les conditions à réunir pour que l'opposition gagne. Il fallait obligatoirement un vote massif pour faire la différence. Une très belle opportunité qui était là, voilà, toutes les conditions étaient quasiment réunies. Il suffisait de prendre la décision de se mettre ensemble. Il suffisait simplement pour l'opposition ivoirienne de se mettre ensemble. Mais personne. C'était moi ou rien. C'était de l'égoïsme. On n'a pas mis au centre l'intérêt collectif, l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. On ne s'est pas oublié. On n'a pas tué les égos pour privilégier l'intérêt collectif. Sinon, on ne serait pas là à vivre sous le 4e mandat du président Ouattara. On serait certainement sous le mandat de Simon Gbagbo, ou bien Ouad Melo, ou bien de Bion, si on avait eu le courage de se mettre ensemble et de sensibiliser ensemble pour que les Ivoiriens sortent. Et voilà, le PDCI ne l'a pas compris, le PPAC ne l'a pas compris, le MGC ne l'a pas compris, Dombelo et son équipe ne l'ont pas compris, et le ministre Bion ne l'a pas compris. J'allais dire qu'aucun ne l'a compris. Pourquoi j'ai dit aucun? Parce que même ceux qui ont été retenus, personne n'a osé s'oublier pour permettre à l'un d'entre eux d'être au devant. Ça serait un facteur, ça aurait été un facteur rassurant. Et les Ivoiriens allaient être contents, ils allaient sortir massivement. Et si le PDC et le PPACI s'y mettaient en se disant la même manière de dire non à Ouattara par rapport au rejet de la candidature de Gbagbo, par rapport au rejet de la candidature du ministre Tidiane Thiam, du président Thiam, la meilleure manière de dire non à Ouattara, c'est de faire bloc. La même manière, il n'y a pas 1000 manières. Et donc, nous on se demande si les partisans du boycott ou les partisans de la désunion tout court n'étaient pas dans une logique de soutenir le 4e mandat qu'ils donnent le sentiment de contester. On s'interroge. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun système n'est inamovible. Tout est une question d'organisation. Tout est une question de priorité, d'objectif. Si l'objectif est de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un changement à Côte d'Ivoire, alors il faudra avoir des attitudes de changement. Vous parlez de la force de l'implantation du RHDP, moi je n'en sais rien, mais ce qui est important, en ce qui concerne le COGEP, je pense que l'une de nos priorités, c'est de faire en sorte que le parti soit davantage structuré, organisé, implanté, que les militants soient formés, et que le programme de gouvernement, programme de société, projet de société que nous avons déjà achevé soit actualisé, adapté aux réalités, aux besoins, aux exigences des populations, de manière à ce que, sur cette base-là, elles puissent nous faire confiance. Nous sommes convaincus que nous avons tous les atouts en termes de ressources humaines, en termes de ressources intellectuelles, en termes d'organisation pour évincer le régime RHDP. Il faut savoir que l'Assemblée nationale étant la représentation nationale, une assemblée au sein de laquelle des personnalités représentent les populations. Donc la population elle-même, elle est plurielle, elle est arc-en-ciel,
voilà, elle est multicolore. Donc, l'Assemblée nationale, les candidats aux élections législatives viennent de tous les bords, de toutes les ethnies, de toutes les régions, toutes les religions, et donc toutes les professions d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, en ce qui me concerne, ce qui m'a motivé à être candidat, c'est justement les mêmes raisons qui m'ont poussé à être médecin, les mêmes raisons qui m'ont poussé à être manager en amélioration par la qualité et les mêmes raisons qui m'ont poussé à m'engager en politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je m'engage en politique, c'est parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait le constat amer que la société n'était pas juste. Il n'y avait pas une répartition juste des richesses du pays. Moi, issu de familles modestes, j'ai étudié dans des conditions très difficiles. On partait au champ, on partait avec la daba, faire des bulles d'igname, avec la machette, nettoyer les plantations de café, de cacao. On partait chercher de la nourriture quand il n'y avait pas classe, quand il n'y avait pas cours. Donc, on a souffert. Et on étudiait sous les lampes tempêtes ou sous le lampadaire. Ou quand le courant se coupe, tu dois patienter que ça revienne pour que tu continues d'étudier. Là où d'autres étudient dans de meilleures conditions. C'est dans ces conditions que nous avons fait notre chemin, aller à l'école. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés là avec le niveau d'études qu'on a eu, les diplômes qu'on a eu, l'expertise qu'on a pu avoir. Mais c'est dans des conditions difficiles. Et c'est pour cela que j'ai décidé de m'engager en politique. Parce que je ne comprenais pas comment nous sommes dans une société dite de solidarité. Parce que l'Afrique se caractérise par son humanité, par son hospitalité, par l'esprit de partage. Mais je ne sens pas ça en pratique dans la gouvernance qui nous était présentée. Voilà pourquoi je me suis engagé en politique, pour corriger une certaine injustice. Parce que je me suis dit, si je ne fais pas la politique va me faire. Je me suis donc engagé pour défendre. Mais pourquoi j'ai été médecin? Quand, après le bac, je me suis demandé quel est le métier qui allait me permettre d'apporter assistance, secours, soulager quelqu'un qui a mal. Je n'ai pas réfléchi, j'ai compris que c'était le corps médical, dans la santé. C'est comme ça que j'ai décidé de m'orienter à la faculté de médecine. J'ai fait des sciences médicales de Cocody. Et étant médecin, mon premier poste était à Niansu, j'étais médecin-chef. Un cas que je n'oublierai jamais, c'était l'un des premiers patients que je devais prendre en charge pour le VIH-Sida. Une jeune fille qui faisait à peine 37 kilos, que tout le monde fuyait dans le village, même sa propre famille était isolée d'un coin de la maison. Et quand je suis arrivé, elle est venue consulter et j'ai posé le diagnostic qu'elle souffrait du VIH-Sida. J'ai décidé d'aller la voir à la maison avec mon personnel. Une visite à domicile pour lui donner ses médicaments, pour parler aux parents, pour leur dire qu'elle ne souffre pas d'une maladie qui nécessite qu'elle soit rejetée, isolée, parce que les médicaments seuls ne suffisaient pas pour la soigner, pour la guérir. Vous savez qu'on va à l'hôpital, en réalité, beaucoup pensent qu'on poursuit la guérison, et c'est vrai, mais sans diagnostic vrai, on ne peut pas avoir de guérison. Mais il fallait leur dire que ces jeunes filles, contrairement à ce qu'ils pensent, ce n'est pas une affaire de sorcellerie, mais il y a un mal qu'on peut gérer, qu'on peut soigner, on peut la guérir. Mais il fallait aussi qu'elle soit libérée dans l'esprit, qu'elle soit dans un environnement. Tout ça pour vous dire que non seulement j'ai choisi d'être médecin pour cette raison-là, apporter assistance, mais aussi en pratique. Le plus bon salaire, le plus grand salaire que j'ai eu, c'est lorsque ces jeunes dames
elle récupère, elle passe de 37 kilos à 70 kilos. Et que j'ai réussi à dire à ses parents que non, on ne doit pas l'isoler, que je l'ai prise dans mes bras et elle fait asseoir à côté de moi, chez elle à la maison. Tous les parents étaient surpris et que chaque fois, je venais la voir, je venais avec mon équipe ou bien j'envoyais un membre de l'équipe pour la voir. C'est le cœur qui parle. On ne s'engage pas en médecine, on ne s'engage pas en politique si on n'aime pas l'homme. La médecine, la politique, la religion, ou être pasteur, imam, etc. Si tu n'aimes pas l'homme, ce n'est pas la peine. J'ai choisi ces deux voies-là parce que j'aime fondamentalement l'homme et j'agis pour le bien-être de l'homme. Mais même étant médecin, je ne me suis pas contenté de soigner simplement. C'est comme ça que je suis allé faire le management par la qualité pour me positionner de façon transversale, dire à tous les chefs d'entreprise, à toutes les structures, à toutes les organisations, même politiques, qu'au cœur de leur action doit être la satisfaction de leurs clients. En toutes circonstances. Les clients, c'est le peuple, c'est la population. Donc tous mes choix de vie ont été guidés par ma volonté d'agir, d'œuvrer pour peser de manière à ce que l'homme, les clients, les usagers, les consommateurs, la population, les électeurs soient satisfaits de l'action de ceux qui les dirigent. Donc je me suis dit, ce que je sais faire en politique, ce que je sais faire en tant qu'expert, manager en amélioration, en tant que médecin, pour soulager, résoudre, diagnostiquer et résoudre les problèmes, pourquoi ne pas le faire dans le cadre de ces élections-là? Voilà pourquoi j'ai décidé d'être candidat à l'élection législative de 2025. Et tout ce que j'ai dit, tout le chemin que je vous ai présenté, en 40 ans, c'est à Cocody ici que j'ai appris à tout ça. J'ai appris la médecine à Cocody ici. J'ai appris le management à Cocody ici. L'amélioration, la gouvernance par la qualité, c'est à Cocody ici. Mais je considère que Cocody m'a tout donné. Le moment est venu pour que je donne tout à Cocody. Et je pense que Cocody mérite que je lui donne tout ce qu'il m'a donné. Voilà pourquoi je suis candidat. Pour porter la voix des populations de Cocody. Pour, disons, révolutionner la fonction parlementaire. Pour incarner la fonction de député. Parce que l'honorable peuple, c'est eux qui nous envoient pour les représenter, pour les rendre présents malgré leur absence, pour porter leur voix. À partir de ce moment, il faut des personnalités capables de porter la voix et non des personnalités qui y vont pour se taire. Et je précise que je suis candidat indépendant. Quand bien même je suis le secrétaire général du COJEP, je suis candidat indépendant pour deux raisons fondamentales. D'abord, parce que ma colistière, qui elle est de la société civile, elle, dans la lutte pour la défense des droits des consommateurs, c'est tout comme défendre les droits des clients, la satisfaction des clients. Donc on s'est mis ensemble parce que, ensemble, on va défendre les intérêts des consommateurs, les intérêts des électeurs. C'est grâce à elle, ma colistière, dans le cadre du combat en tant qu'une militante de défense des droits des consommateurs, qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne coupe plus l'eau ou le courant la veille des jours non ouvrables ou bien les jours non ouvrables, parce qu'à l'époque, on peut venir couper ton eau, ton électricité un vendredi et le samedi, dimanche, tout est fermé, tu es sans eau. Or, l'eau est source de vie. Ce n'est pas du tout normal qu'on coupe l'eau et l'électricité un jour non ouvrable. Dans le prolongement de cette action, nous entendons faire en sorte que non seulement aujourd'hui, et c'est à saluer, on ne coupe plus l'eau les jours non ouvrables, mais on ne devrait même plus couper l'eau pour facture impayée. On ne devrait même plus couper l'eau pour facture impayée. On ne devrait même plus couper l'électricité pour facture impayée. Et on ne devrait même plus sanctionner des gens qui sont en situation de ne pas pouvoir payer leurs factures avec des pénalités.
Si un citoyen ne peut pas payer 5 000 francs pour des raisons diverses, en tout cas, moi, je considère que la majorité de ceux qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'eau ou d'électricité, en tout cas, la bonne majorité, c'est parce qu'elles sont confrontées à des difficultés. Si cette hypothèse est vraie, comment comprendre que quelqu'un qui ne peut pas payer sa facture pour des difficultés, on lui impose une pénalité? Est-ce que la société ne devrait pas être sensible à sa situation? Est-ce que nous ne devons pas prôner une société de solidarité, de partage, où l'humanité est au centre? L'eau, source de vie, et on va venir sanctionner un citoyen ivoirien ou un habitant de ce pays pour une facture impayée d'eau. Et imaginez la situation des femmes. Et puis on coupe l'eau sur elles pendant 2 jours, 3 jours. C'est quand même pas humain. C'est quand même pas humain. Donc, nous députés qui voulons, nous candidats qui voulons être députés pour porter la voix des peuples, nous devons savoir pourquoi on veut être député. C'est quel type de société nous voulons. Nous voulons une société d'humanité, de solidarité, de partage et d'amour. Et c'est aussi la même raison pour laquelle nous estimons que le pays doit réfléchir à la situation des couches les plus vulnérables, de ceux qui ne sont pas en situation de payer, par exemple, leurs soins médicaux face à une urgence médicale. Voici la vie. Il est quelqu'un qui est entre la vie et la mort. On lui demande de payer, par exemple, une caution de 1 million, de 2 millions. C'est important. Et je comprends, la clinique ou la structure sanitaire a des charges. C'est impératif. Ce n'est pas gratuit, on doit payer. Mais que fait la société pour ne pas qu'un citoyen ivoirien ou un habitant de ce pays qui est entre la vie et la mort, on sait que si cette personne est en vie, ce qu'elle va apporter au pays est supérieur à 1 million, à 2 millions. Une vie, ce n'est pas 1 million. Une vie, ce n'est pas 2 millions. Donc si on a un choix à faire, on devrait choisir la vie. Ce n'est pas normal qu'on regarde faire, qu'on choisisse l'argent et on peut laisser la vie passer à la mort. L'individu passer à la mort, ce n'est pas du tout normal. Mais la conception que nous avons de la société nous appelle à porter la voix des populations pour que ces petites choses-là puissent changer. Voilà un peu une petite idée de ce qui m'a poussé à être candidat. Là, je ne vous ai pas encore parlé de mon programme législatif, parce que ça, c'est juste des constats, des choses qui ont motivé à être candidat. Vous me donnez là donc l'occasion de rentrer en quelque sorte de plein pied dans mon programme législatif, dans notre programme législatif, ma colistière et moi, la liste Le Nouvel Espoir de Cocody. J'ai expliqué les motivations pour qu'on ait été candidat, qui nous sommes et ce que nous voulons faire. Mais tout à l'heure, je me suis présenté et j'ai dit je suis candidat indépendant, je me suis présenté tel que je suis. Quand je vais devant les populations, je leur dis de dire à chaque candidat de se présenter, de se mettre dans toute sa nudité pour qu'on découvre qui il est. De ne pas se cacher derrière une bannière politique, derrière un parti politique, de ne pas être encagoulé, de ne pas se cacher derrière un leader politique. Parce que le parti politique, il peut être bon, ou même il peut être mauvais. Mais le candidat, il peut être bon ou mauvais. Mais l'élection du 27 décembre, on ne nous demande pas, on n'appelle pas les populations à aller choisir le meilleur parti politique. On leur demande d'aller choisir le meilleur candidat, celui qui est capable de porter leur voix. C'est pour cela que nous attirons leur attention sur le fait que chaque candidat devrait s'assumer. Et d'ailleurs, moi personnellement, si j'ai une proposition à faire, c'est que même les circonscriptions à sièges multiples, 2, 3 et plus, logiquement, chacun doit être capable de se présenter individuellement. En tant qu'individu, en tant que citoyen, se présenter seul. Et si c'est les 2 premiers députés élus qu'on veut, on prend les 2 premiers. Si c'est les 6 premiers on veut, on prend les 6 premiers. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est nombreux sur une liste, 2, 3, 4.
on peut élire la liste à cause d'un individu. Et puis finalement, quand on fait la somme de ceux qui méritaient de porter la voix du peuple, il y en a parmi les listes qui n'ont pas été élus. Et c'est pour cela que, pour moi, aussi, quand un candidat décide d'aller se présenter pour être élu député, la CEI, lors du dépôt des candidatures, devrait s'engager à renoncer logiquement à appartenir à un parti politique s'il est élu, à aller défendre les intérêts d'un parti politique s'il est élu. Il devrait avoir un document d'engagement dûment légalisé à la mairie. Mais ça paraît simple, ça paraît banal, mais ça a un sens profond. Et après l'élection, on doit pouvoir prêter serment pour dire je m'engage solennellement à porter, à défendre les intérêts que du peuple ivoirien et non les intérêts d'un parti politique. Parce que nous sommes les députés de la nation, on ne porte pas la voix d'un parti politique, on porte la voix des populations. Malheureusement, cela n'est pas compris. La conception que moi, j'ai de l'Assemblée nationale, c'est une Assemblée nationale qui devrait être décentralisée. Et vous posez la question des relations que le député doit avoir avec la population. Justement, le député n'étant qu'un envoyé, c'est celui qu'on envoie. On lui donne une commission, il porte la voix, il représente, c'est-à-dire qu'il rend présent celui qui est absent. Il représente, il rend présent celui qui est absent, c'est-à-dire le peuple de Côte d'Ivoire. Mais dans ces conditions, la conception que j'ai de l'Assemblée nationale, ça doit être une Assemblée nationale de proximité. L'Assemblée actuelle est trop centralisée et il y a un vide. Pour moi, il faut combler rapidement ce vide et faire en sorte qu'on passe de l'Assemblée nationale des partis politiques à l'Assemblée nationale des peuples, des cultures ivoiriennes dans leur diversité, avec des assemblées décentralisées, de manière à ce qu'il y ait des parlements locaux, des parlements dans chaque circonscription ou des parlements dans chaque région que nous appelons la maison du député. Une adresse physique, un bâtiment adapté qui peut permettre aux députés d'interagir, d'échanger avec la population. Et ce parlement local devrait être composé des représentants des chefs, des représentants des jeunes, des représentants des femmes, des ONG, les mutuelles de développement, et j'en passe. Et ces représentants, chaque 3 mois, devraient pouvoir se retrouver dans les parlements locaux pour faire justement le travail que doit faire le député, c'est-à-dire écouter et porter, écouter et porter la voix et porter la parole. Écouter chaque 3 mois en appréciant les résultats de l'action de l'exécutif, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et le député doit pouvoir utiliser 3 leviers. Le premier levier, c'est que le député doit être capable de prendre son stylo, après avoir échangé avec la population dans le parlement local, dans ces assemblées locales, le député fait ce qu'on appelle une question écrite qu'il envoie au secrétariat général du gouvernement via le bureau de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général du gouvernement doit déposer ce courrier sur la table du président de la République, qui a obligation, il est bien obligation de répondre, pas aux députés, mais au peuple qu'il a élu, lui, le président de la République. Et je pense que tout président de la République doit avoir du respect pour le peuple. Il ne s'agit même pas du député, qui d'ailleurs n'est pas l'honorable. Moi j'ai dit, le député, ce n'est pas l'honorable. L'honorable, c'est l'honorable peuple de Côte d'Ivoire. Lorsque nous serons élus, nous allons insister pour qu'on nous appelle Monsieur le député Konan Saraka. Parce que l'article 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale le dit clairement, l'élu, il porte le titre de député. Il n'est ni honorable, ni vénérable, ni excellence. Le président même, quand il appelait excellence en dehors du pays, c'est par rapport à l'excellence, au peuple de Côte d'Ivoire qu'on l'appelle excellence. Et donc, il est clair que dans ces conditions, on ne peut pas dire que le député n'a pas les outils pour faire son travail.
parce que le règlement intérieur est assez clair. Donc la question est écrite. Ensuite, il va passer donc à la question orale si le président ne répond pas. Devant un représentant du gouvernement, question orale. Et la question orale, il peut s'agir de questions orales avec ou sans débat. Mais dans tous les cas, la question orale devrait être diffusée à la télé pour que, même si tu es le seul député de la minorité, pas de la majorité présidentielle, dès lors que le débat est diffusé, le peuple est rassuré que son député est en train de parler. Et le président est obligé, là encore, de répondre. Mais pourquoi est-ce que tous ces outils, tous ces leviers sont là, mais ne sont pas exploités? Parce que justement, nous avons une Assemblée nationale des partis politiques où le député pense que la meilleure chose qu'il peut faire pour le pouvoir en place, c'est de dire systématiquement oui, 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 oui. C'est considérer, écrire au président, poser une question au président, c'est comme si c'est un péché de lèse-majesté. Malheureusement, tous ces leviers ne sont pas exploités, utilisés, et nous entendons faire en sorte que ces outils-là soient utilisés. C'est vrai qu'on a beaucoup de propositions de loi à soumettre, mais tout cela ne sera pas possible tant que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'est pas un règlement intérieur contraignant. En l'état actuel des choses, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est évoqué de façon sommaire dans l'article 99 de la Constitution, sans en donner les modalités pratiques. Par exemple, pour inscrire une question à l'ordre du jour, la conférence des présidents n'est pas du tout obligée de prendre en compte une soumission, une proposition qui est faite par un député de la majorité, de la minorité, pardon. Et donc, c'est ce qui rend difficile la chose. Et pour nous, ça ne sert à rien de venir dire aux populations qu'on va faire ceci, cela, c'est important. Et nous, on a aussi un agenda de propositions de loi à faire. Mais en tant que médecin, en tant que qualiticien, quand ça ne marche pas, il y a problème, il faut chercher la cause racine. Ce qui fait que ça ne marche pas, c'est que nous avons un règlement intérieur qui est trop éphémère, qui est trop fragile, qui est trop vulnérable, qui n'est pas protégé par la Constitution. Il n'y a pas ce pont-là, ce lien fort, contraignant, pour que la Constitution oblige les députés, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République à faire en sorte qu'il y ait une loi organique qui soit prise pour donner les modalités pratiques de mise en œuvre de certaines dispositions, les procédures, les processus clairement définis lors du jour des réunions, pour ne pas que ça dépende de la volonté d'un individu. Pour ne pas que ça dépende de la volonté d'un individu. Malheureusement, c'est la situation que nous vivons et cela devrait pouvoir changer très rapidement. Il n'y a pas 36 solutions si on veut porter la voix des populations pour que, à travers les lois qu'on va proposer, les choses changent. Figurez-vous qu'actuellement, il y a seulement 15% des lois qui sont proposées par les députés et 85% sont des projets de loi. Parce que les députés, voilà, ils sont juste là, ils n'ont pas trop d'opportunités, alors que ça devrait être l'inverse, que les députés devraient avoir plus de propositions de loi et que la tendance soit inversée. Donc on recommande qu'il y ait donc une modification concernant ce niveau-là pour que le règlement intérieur soit un règlement intérieur dans la durabilité. Pour ne pas qu'on modifie, parce qu'actuellement, à chaque début de session parlementaire, on peut modifier. C'est-à-dire que le règlement intérieur que vous voyez aujourd'hui, demain, peut avoir une autre configuration. Alors que le règlement intérieur doit avoir des grands piliers. Il peut y avoir des modifications, toujours un test n'est jamais parfait, mais au moins les grands principes, les grands piliers qui régulent le fonctionnement, qui donnent la cohérence et la possibilité même à la minorité de donner de la voix. Il faut qu'il y ait un règlement intérieur solide pour qu'on puisse atteindre tous les objectifs assignés aux députés, sinon tout sera vain. Et c'est pour cela que nous on se bat pour changer les choses à ce niveau, mais en attendant que la Côte d'Ivoire comprenne que nous devons avoir une assemblée proche du peuple, une assemblée décentralisée. Nous, à Cocody, lorsque nous serons élus,
nous allons consacrer un tiers de nos ressources à l'organisation trimestrielle d'assemblées parlementaires au niveau de Cocody, au niveau de la circonscription 041. Et nous allons chaque fois réunir les populations à travers leurs représentants pour juger l'action de l'exécutif et pour voir quelles sont les propositions de loi qu'on peut faire si le règlement intérieur est modifié et qu'il est contraignant et que les débats parlementaires sont diffusés. Parce que même l'Assemblée devrait pouvoir avoir sa prochaine de télé. Mais en attendant, l'État de Côte d'Ivoire peut réquisitionner les chaînes qui existent pour que le débat soit en direct. Et la RTI est une chaîne publique qui peut bien faire ce job. Le constat actuel, comme je l'ai dit, nous avons une assemblée des partis politiques, ça c'est clair. Il y a des députés même qui disent il faut demander aux populations de les élire. Comme ça, quand ils seront élus, c'est eux qui vont aller défendre les budgets de la mairie, tout ça, auprès du président de l'Assemblée, du président de la République, des choses grossières de ce type-là. Parce que la plupart des députés sont des caisses à résonance. Donc, en quelque sorte, ils viennent mentir aux populations pendant la campagne. Parce que si tu veux porter la voix du peuple, tu ne portes que la voix du peuple. Tu n'as pas à défendre un parti. Quand ce que le parti politique au pouvoir propose, que c'est bon, que ça arrange le peuple, il faut effectivement amener même les députés de la minorité, ceux qui ne sont pas de la majorité présidentielle, à voter, à accompagner quand c'est bon. Mais de la même manière, quand un député de la minorité, si on a un règlement intérieur contraignant, propose une loi qui va dans l'intérêt du peuple, même les députés de la majorité doivent accompagner ce que le député de la minorité propose. Cette situation pose le problème de la séparation des pouvoirs aussi. Nous avons un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. Si la plupart des députés de la majorité sont par exemple membres du gouvernement, sont par exemple des élus locaux, conseils régionaux ou maires, en réalité l'exécutif a plusieurs niveaux. On a l'exécutif au niveau national, au niveau du gouvernement, mais l'exécutif c'est aussi au niveau régional, c'est aussi au niveau municipal, au niveau local. Donc, ce sont les actions de ces exécutifs qu'on doit corriger, qu'on doit évaluer, qu'on doit contrôler au niveau du législatif. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut véritablement une séparation des pouvoirs et une séparation des fonctions. Ce n'est pas normal qu'un maire cherche à être député, alors que le député, justement, va contrôler son action en tant que citoyen au conseil municipal. Non seulement la plupart des candidats se cachent derrière des machines, des partis politiques, et ne se laissent pas découvrir par les populations qui les votent par défaut et qui les découvrent dans leur nudité plus tard, dans la réalité de leur personnalité plus tard. C'est pour cela que j'ai fait les propositions que j'ai faites tout à l'heure. Donc la situation que vous décrivez est liée à la pensée, à la philosophie des uns et des autres par rapport à la fonction parlementaire, le rôle du député. Tant que cela n'a pas été compris, évidemment, après leur élection, ils ne vont plus regarder la population. Quand quelqu'un investit des milliards pour une élection législative, il dit bien investir des milliards. Vous avez bien entendu, j'ai dit investir. Mais un investissement, quand tu investis dans quelque chose, tu cherches un bénéfice, tu cherches un intérêt pécunier. Et nous disons donc justement aux populations que ce n'est pas au moment des élections qu'on va venir acheter leur précarité. On va venir leur distribuer des billets de banque alors qu'eux ont besoin que leurs conditions de vie soient améliorées.
leur situation sociale soit améliorée à travers les résultats de l'exécutif. Et justement, le député vient s'assurer que ce que le pouvoir exécutif a pris comme engagement est respecté. Est-ce que le peuple qui est le client ici, j'ai parlé des relations entre clients et fournisseurs, ici, le pouvoir exécutif a pris l'engagement de fournir un service, un pouvoir, un système de qualité qui satisfasse les populations. Et donc, le député vient pour contrôler, pour s'assurer que ce que le pouvoir exécutif a dit, il est en train de le réaliser. Ce que le président du conseil régional a dit, il est en train de le réaliser. Ce que le maire a dit, il est en train de le réaliser. Donc, sans séparation véritable des fonctions, rien ne peut marcher. Et ce n'est pas normal qu'un même citoyen bénéficie des ressources de l'État en tant que membre de l'exécutif et bénéficie de ces mêmes ressources en tant que membre du pouvoir législatif. Peut-être même que certains sont dans les autres pouvoirs même, d'une manière ou d'une autre. Pouvoir judiciaire, pouvoir la communication, etc., etc. Mais il faut une véritable séparation des fonctions, des pouvoirs de façon rigide et cela va participer à la lutte contre la corruption. Tant que les députés vont se contenter d'être des caisses de résonance, on ne pourra pas lutter contre la corruption. Figurez-vous que près de 1400 milliards de nos ressources, selon le rapport de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, près de 1400 milliards de nos francs sont détournés. Alors, sur un budget de 17 000 milliards, où on a près de 8 000 milliards qui sont issus des ressources propres, vous voyez qu'on a 1400 milliards qui sont détournés de la corruption. Et vous voyez que, et pourtant, ces budgets-là, qui sont déséquilibrés au profit du pouvoir central, au détriment des collectivités décentralisées. Je prends par exemple le cas du ministère de l'Éducation. Un budget de 1500 milliards, comprend toutes les collectivités réunies, conseil régional, mairie, ça fait 255 milliards. Vous voyez le déséquilibre? Le ministère de l'Éducation seul. Alors que c'est le maire qui va construire les écoles primaires et maternelles. Alors que c'est le président du conseil régional qui va construire les lycées, les collèges et les universités et les entretenir. Mais le ministère de l'Éducation, qui ne construit rien, qui ne fait, a 1500 milliards et tous les autres réunis ont 255 milliards. Vous voyez qu'il n'y a pas une véritable décentralisation. Les collectivités ne bénéficient pas de ressources pour que le développement soit un développement de proximité. Alors que le député, en regardant bien la loi des finances, peut attirer l'attention pour ne pas voter systématiquement. Malheureusement, on est dans ça depuis des années. Et parlant de la lutte contre la corruption, le député peut faire en sorte qu'au-delà des sanctions administratives, il y ait un volet juridique. Ailleurs, on met en place des parquets financiers pour juger des cas de détournement. Donc, il y a beaucoup de choses que le député peut amener à faire. Et c'est pour cela que je peux dire, pour répondre, pour résumer sur votre question de savoir si l'action parlementaire est à la hauteur, si l'action parlementaire est à la hauteur des attentes des populations, j'ai bien envie de dire que pour l'instant, les résultats sont très maigres. Chacun d'entre nous va venir se présenter devant la population de Cocody dans sa nudité, dans sa personnalité, dans sa vision, dans son cheminement. Qui est le candidat? Qui est le candidat? Je ne dis pas le candidat de quel parti politique. Qui est le candidat? Quel projet porte-t-il? Nous, le jeudi, nous allons organiser une cérémonie solennelle de présentation de notre candidature et de présentation de notre programme législatif aux populations de Cocody, en présence des chefs traditionnels, en présence des jeunes, des femmes et des différents couches de la population, des représentants de la population, nous allons leur présenter notre programme législatif. Et ce programme législatif, c'est plus ou moins des aspects que je vous ai présentés ici. C'est ça qui compte. C'est cela qui compte. Moi, j'ai passé ma vie à travailler pour le bien-être de l'homme, agir en plaçant l'homme, le client, l'électeur, le consommateur au centre de toutes mes actions, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre politique. Et j'estime que le moment est venu pour que la gouvernance
la gouvernance tout court soit une gouvernance de qualité, pour qu'à tous les niveaux, au niveau de tous les pouvoirs, que ce soit pouvoir judiciaire, que ce soit pouvoir de la communication, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, à chaque niveau, on garde à l'esprit que notre action que nous menons, au centre, c'est l'homme et sa satisfaction. Les gens ne doivent pas chercher à s'enrichir sur le dos des populations, doivent plutôt se sacrifier pour le bien-être des populations. Donc, voilà, Yasmina Ounien, elle n'est pas candidate, je le constate. Elle a fait ce qu'elle a bien pu faire. Elle fait partie des députés qui ont porté la voix des populations de Cocody. Et je la salue au passage. Je peux la rassurer et rassurer tous ceux qui lui ont fait confiance que nous sommes là pour porter la voix des populations de Cocody. Nous sommes là et nous sommes le nouvel espoir de Cocody et nous allons prendre ce flambeau-là pour que la flamme brille et que Cocody soit un laboratoire qui va permettre à toute la Côte d'Ivoire de faire ce que nous allons faire à Cocody. Parce que j'ai dit que nous allons consacrer un tiers de nos ressources pour organiser chaque 3 mois les assemblées que nous avons appelées assemblées locales, assemblées parlementaires locales à Cocody. Pour l'instant, comme on n'a pas encore de maison du député, on va louer une salle chaque 3 mois et on va se parler, on va se comprendre. Mais avant de se parler chaque 3 mois, dans les quartiers, dans les sous-quartiers, le dispositif de campagne que nous sommes en train de mettre en place, c'est aussi le dispositif d'après-élection. Parce que ce dispositif, c'est un dispositif d'écoute. C'est un dispositif de proximité avec les populations. Et les représentants de proximité à ce niveau-là, c'est eux qui, chaque 3 mois, vont venir au niveau de l'Assemblée parlementaire locale pour qu'on légifère, pour qu'on évalue la performance de l'exécutif et pour qu'on critique l'action de l'exécutif. Et ces critiques-là ne font qu'arranger l'exécutif. Parce que sans critique, il ne peut jamais avoir d'amélioration. L'amélioration vient de ce qu'on constate des insuffisances et on règle, on adresse ces problèmes-là. Et donc, applaudir un pouvoir, c'est faire du mal au pouvoir. Dire au pouvoir qu'il y a des choses à améliorer, c'est faire du bien au pouvoir et faire du bien aux populations de Côte d'Ivoire. C'est de ce type de députés dont on a besoin. Je disais qu'il faut éviter que vous envoyez à l'Assemblée nationale des députés qui ne peuvent même pas prendre la parole. J'ai envie de dire des députés bobos politiques. C'est-à-dire que des gens qui, politiquement, ne sont pas capables de prendre la parole. Et qui pensent qu'en prenant la parole pour indiquer les insuffisances, c'est attaquer un pouvoir. Alors que prendre la parole pour toucher du doigt les insuffisances, c'est d'accompagner le pouvoir à améliorer sa gouvernance et c'est à saluer. Voilà ce que nous allons faire à Cocody. Mais d'ici la fin de notre mandat, si nous sommes élus, nous allons faire un plaidoyer avec, auprès de certains partenaires en Côte d'Ivoire ou à l'étranger pour qu'ici à Cocody sorte de terre la première maison du député. En tout cas, c'est notre objectif. On n'a pas dit on va prendre notre argent pour le construire, on fait un plaidoyer. Si tout se passe bien, ils vont nous aider, ces partenaires vont nous aider à bâtir à Cocody la première maison du député adaptée avec des salles adaptées pour délibérer comme dans une bonne assemblée, bien disposée, construite à cet effet. En attendant, on va utiliser les salles qu'on en a. Donc, à partir de là, ailleurs, dans toutes les circonscriptions, dans toutes les régions, la Côte d'Ivoire doit pouvoir mettre en place ce dispositif pour qu'il y ait des parlements locaux. Parce que tout ce que nous allons faire, toutes les décisions doivent être teintées de la culture locale. Et c'est pour ça que les chefs traditionnels doivent être là, pour savoir les lois. Est-ce que c'est culturellement acceptable? Est-ce que c'est culturellement applicable? Est-ce que c'est socialement applicable? Est-ce que ça respecte les us et coutumes? Donc, c'est pour ça que le vrai débat doit avoir lieu à la base et non les débats parlementaires avec le groupe parlementaire qui s'attaque, qui s'entre-déchire et qui donne le visage d'un pays déchiqueté, un pays divisé, un pays désuni. Nous allons donc prôner donc les assemblées parlementaires locales à la base et cet exemple-là va réjaillir sur toute la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je demande aux populations de Cocody de faire attention, de regarder tous les candidats, de ne pas regarder leurs partis politiques, de ne pas regarder les gourous qui sont derrière eux. Parce que chacun vient de quelque part, ce n'est pas ça qui est important. Qui es-tu toi-même? Que veux-tu proposer au peuple de Côte d'Ivoire pour changer la situation des populations? Et nous sommes prêts. Nous engageons à porter la voix de la population si nous sommes élus, rien que la voix de la population, parce que nous sommes foncièrement indépendants. Nous ne dépendons pas d'un système politique, nous portons la voix de la population, la voix
des Ivoiriens tout court dans leur diversité. La Côte d'Ivoire, notre pays, vient de loin. Cela fait plusieurs décennies que les habitants de ce pays, les citoyens de ce pays vivent quasiment séparés, des fossés sont là, visibles. Le moment est venu pour que, à travers ces élections-là, surtout que les précédentes ne nous ont pas permis d'assister à un véritable débat politique, à une véritable concurrence, compétition où les programmes sont exposés, critiqués. C'est pourquoi je propose, ici à Cocody, dans le cadre de ces élections-là, je demande qu'il y ait un débat contradictoire entre tous les candidats pour que les Ivoiriens, pour que les populations de Cocody voient qui est qui. Au-delà de leurs partis politiques, au-delà des partis politiques, au-delà des gourous qui se cachent derrière des candidats, qu'il y ait un débat contradictoire, un débat d'idées pour qu'on propose, pour qu'on dise notre programme parlementaire, notre projet parlementaire, pour qu'on prenne en compte les exigences, les besoins des populations de Cocody et qu'en toute conscience, en conséquence de ce qu'on va leur proposer, qu'ils s'élèvent pour aller aux urnes. Figurez-vous que sur une population électorale d'à peu près 300 000 électeurs, le constat est que près de 25 à 30 000 électeurs sortent. C'est-à-dire que Cocody n'aime pas voter. La plupart des électeurs n'aiment pas sortir. Et je les comprends. Parce que le temps passe, les années passent et c'est quasiment les mêmes choses. Le 27 décembre, nous leur demandons de sortir massivement le 27 décembre dans les urnes, dans les 667 bureaux de vote, qu'ils envahissent ces bureaux de vote et qu'au regard de ce que chacun d'entre nous aura proposé, ils fassent leur choix. Et le bon choix, je peux le dire, c'est la liste, le nouvel espoir de Cocody, car nous allons agir pour le bonheur des populations de Cocody et au-delà pour le bien-être des Ivoiriens tout court, parce que nous allons porter la voix de toutes les populations de Côte d'Ivoire, les populations du RHDP, les populations du PDCI, les populations du COGEP, toutes les populations dans leur diversité ethnique, dans leur diversité culturelle, dans leur diversité religieuse, nous allons porter leur voix. Et ils vont nous voir lors des débats parlementaires parler. Ils vont savoir que nous défendons leurs intérêts. Nous sommes prêts. Nous allons agir pour leur satisfaction totale. Je vous remercie.